Aujourd'hui, aucun de nous ne sait quand ça va se terminer, cette histoire. Alors c'est dur pour tout le monde, et c'est dur différemment pour chacun. C'est-à-dire quand tu es une personne âgée, que tu ne peux plus voir que tes petits-enfants, ou que tu ne les vois que au lance-pierre, de loin, tu te demandes combien de temps tu vas pouvoir tenir ça. Est-ce que ça vaut la peine d'être tenu? Quand tu es un jeune et que tu vas à l'école au lance-pierre, ou que tu allais commencer des études supérieures et que tu les fais, tu te demandes de quoi va être fait ton avenir. Donc je pense que ces effets-là, ils sont importants. Quand tu es un travailleur, travailler, c'est effectivement remplir le contrat qui me lie à mon employeur, mais c'est aussi me déplacer, rencontrer d'autres gens, parler avec eux, avoir une vie sociale. Et aujourd'hui, se lever le matin, s'asseoir devant son ordinateur et travailler et ne plus avoir contact avec personne d'autre que ta famille, ben effectivement, ça va avoir des effets de santé mentale. Donc ils sont là, ils sont en train de se préparer, ils sont déjà sans doute bien là. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si les gens qui ont perdu leur boulot vont pouvoir retrouver leur job après cette crise sanitaire. Est-ce que certains restaurants vont pouvoir réouvrir? Tout ça reste incertain. Donc moi je suis inquiète effectivement des prochaines semaines ou prochains mois. Ce qui s'est super développé pendant tout ce confinement, ce sont les outils numériques. Et ça me pose question, parce que le fait de numériser le social, ça va profondément changer le type de relation qu'on a avec les individus. Se parler à travers une caméra ou au bout d'un téléphone, c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un en face de toi. Je pense que ça change déjà les choses. Cette mise à distance forcée par le virus, elle distille en nous aussi une espèce de logique de la peur. Tu te balades en rue aujourd'hui, déjà il y a peu de monde puisque beaucoup sont en télétravail, tu balades, t'es sur la petite ceinture, tu croises quelqu'un et le premier réflexe qui vient, tu t'écartes. Alors que tu as un masque, que tu es dehors et que quand même le risque de propagation du virus, il est quasi inexistant, eh bien, tu as déjà introduit en toi l'idée qu'il faut s'écarter. Donc tu vois, dans notre corps déjà, il y a tous ces éléments-là. Mais ces éléments, c'est pas que des éléments corporels. Ça veut dire aussi que dans notre tête, il se passe quelque chose où l'autre devient potentiellement le vecteur d'un danger. Ça va changer les relations. Je crois que la question se pose de la même manière pour tout le monde. Nous ne sommes pas des êtres qui sont faits pour être enfermés. Je rappelle quand même que l'enfermement, c'est une punition. Quand on met quelqu'un en prison, c'est parce qu'on veut le punir de quelque chose. Donc dès qu'on se retrouve dans une situation d'enfermement, je ne vais pas dire qu'on devient tous fous, mais en tout cas, on n'est pas bien. C'est évident. Il y a quelques solitaires pour qui ça ne présente pas de problème particulier, c'est pas la majorité de la population. Je crains plus pour le public, le public qui effectivement se dégrade, mais de manière insidieuse. C'est ça qui est gênant, c'est que ça ne se voit pas. Celui qui est en train tout seul de décliner chez lui, personne n'en est conscient. Nous, oui, mais bon, voilà, monsieur, madame, tout le monde pas. Et c'est ça qui est très très gênant, c'est qu'on va arriver à des situations de problèmes vraiment lourds de santé mentale qui seront bien plus graves. Et tout ça ne fait que révéler ce qui existait déjà. Mais maintenant, en une fois, voilà, c'est la tornade qui a révélé tout ça. Ça va continuer. La spirale vers le bas, la précarité. Ce que nous on a observé, c'est que si demain les services sociaux, les services social santé de première ligne venaient à fermer leurs portes pendant 2 ou 3 mois pour une série de raisons, ça serait une catastrophe. Donc qu'est-ce que ça vient montrer? C'est que le filet de sécurité qui est composé par toutes ces associations, finalement, est très très fragile. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait grand temps de repenser le renforcement de ce système, de ce filet, qui tend aujourd'hui à s'abîmer, tant les demandes sociales, tant les demandes d'accompagnement sont importantes. Ça met en lumière les grandes inégalités qui existent déjà, et c'est à Bruxelles, mais c'est dans le reste du pays, les inégalités salariales, les inégalités de revenus, le fait que les revenus de remplacement sont insuffisants pour faire face à la dignité humaine, donc le chômage, la mutuelle, tous les gens qui sont effectivement maintenant tombés, on dit tombés d'ailleurs, tombés au chômage, tombés à la mutuelle, sont dans des situations où ils parviennent pas, avec ces revenus-là, qui sont des revenus de remplacement, à joindre les deux bouts. Mais je ne suis même pas certaine qu'il y ait cette prise de conscience qui existe. On a vu aussi, on en a peu parlé, que c'est quand même Médecins sans frontières qui a dû venir déployer des moyens importants et un dispositif important en Belgique pour pouvoir confiner les publics les plus vulnérables. Ça montre quand même, quand l'humanitaire doit venir prendre la place, le désengagement de l'État.
Et moi, je pense qu'en tant que professionnelle, mais en tant que citoyenne aussi, ce qui m'interpellait, c'est que j'ai l'impression quand j'allumais les médias, voilà, il y avait les conférences de presse, j'entendais pas parler de notre public, je n'entendais pas parler de mon travail. Enfin, je veux dire, je me disais, mais, enfin voilà, de quelle société parle-t-on? Enfin, et voilà, donc je sens que ça m'indignait. Je sentais que la moutarde me montait au nez. Et donc voilà, donc des choses ont été mises en place. Mais moi, ce que je voudrais, et je pense que peut-être que j'ai un côté un peu chaud, je sais pas, mais je voudrais j'avais l'impression que je voulais qu'on parle de l'éradication de la pauvreté et pas qu'on continue à mettre des petits trucs, enfin oui, des petits pansements, qu'on continue à faire du soin comme ça, parce que c'était déjà mon sentiment avant la crise, de dire mais on est là dans nos petits bureaux à dire ça va aller, alors que les choses se jouent en plus haut. Au niveau fédéral, la question de la précarité n'était en soi pas en fait une préoccupation. On a dû attendre jusqu'au mois de juin, avant d'avoir une première ébauche de réponse qui était 50 € par mois, parce qu'il faut étaler, on étale le paiement, sait-on jamais qu'on le dépenserait en un mois, sur 6 mois pour les personnes précaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Principalement pendant la crise, le renforcement de l'aide alimentaire. Un non-sens total. On a fini par acheter très cher du matériel au bout de presque un mois, je pense. On a trouvé du matériel et d'ici là, on s'est débrouillé. On s'est vraiment débrouillé avec des médecins qui ramenaient de leur commune les vieilles dames qui avaient cousu des masques en tissu et donc on était là avec nous. Enfin bref, c'était assez hallucinant. Mais je pense que ça illustre bien à quel point le montage institutionnel belge aujourd'hui sur des matières telles que la santé ne tient plus. La santé, c'est une matière fédérale. Cette pandémie, elle nous le met sous le nez. Le virus, il en a rien à faire, qu'on soit bruxellois, wallon ou flamand. C'est un virus, il va chez tout le monde. Et donc là, ça n'a pas fonctionné. Après, on n'a pas été lâché ni par l'administration qui répondait présente et qui nous soutenait comme elle le pouvait, inventant jusqu'à des solutions. Mais ça a été fait de briques et de broc. Et on a aussi un problème de découpage de compétences. C'est très difficile au niveau bruxellois d'aller plaider pour des choses qui sont de la compétence du fédéral. Et donc on a effectivement des politiques parfois qui se renvoient la balle, alors que le problème est criant et évident. C'est pas drôle, hein. Je pense que les mesures qui ont été annoncées au début du confinement n'ont absolument pas pris en charge les personnes en situation de grande précarité, celles qui n'avaient pas de logement. On n'a peut-être pas considéré justement que des personnes avaient besoin de ressources au quotidien pour pouvoir les soutenir et les aider. Et du jour au lendemain, tout ça s'est arrêté. Alors est-ce qu'il faut tirer aujourd'hui sur le politique? Je n'en sais rien. Je pense que c'est à la fin qu'on fera les comptes. Je crois aussi qu'il y a une espèce de forme de désorganisation de part et d'autre, de peur, et on est arrivé dans une situation où, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on a dû répondre dans l'urgence. Il y a toute une série de nouvelles réalités qui apparaissent. L'épuisement des collègues, les cas de Covid parmi les collègues, les quarantaines, la fatigue physique, la fatigue mentale, les burn-out, etc. Donc toutes ces nouvelles réalités qu'on a vu arriver, qui ont été signalés, qui ont par moments été dénoncés, on a finalement par moments l'impression qu'il faudrait presque plaider, organiser, réfléchir un plaidoyer pour faire entendre la nécessité de pouvoir avoir suffisamment de moyens d'équipe pour pouvoir continuer à faire notre travail, à atteindre nos objectifs. Et donc là, il y a un décalage. Alors, est-ce que c'est le décalage nécessaire pour que l'information percole et qu'ensuite une réponse structurelle soit apportée? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le constat, en tout cas depuis nos lieux de travail, depuis notre organisation, il est le suivant. On est au bout de quelque chose. Nos collègues sont épuisés. Les conditions dans lesquelles vivent les bénéficiaires, les usagers sont de plus en plus difficiles et on se sent de plus en plus démunis. Même si par moment, on peut aussi faire le constat que les moyens restent les mêmes. Donc il n'y a pas une diminution de moyens. Par contre, les besoins augmentent et si ça ne suit pas, ça devient effectivement très compliqué. Aujourd'hui, on parle d'un plan de relance. On s'en réjouit. Mais le plan de relance tel qu'il est pensé consiste à créer de nouveaux projets pour répondre à de nouvelles problématiques. Or, à mon sens,
on se trompe. Pourquoi? Parce que si les services sociaux, les services de soins ont eu du mal à contenir la crise, c'est parce que il y avait avant la crise une fragilité de ce secteur, de ces secteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut parler de plan de relance, il est important de regarder ce qu'il y a aujourd'hui pour renforcer l'existant et ne pas aller dans une course au développement de projets, dans une course à l'innovation qui pour moi ressemble un petit peu à la manière dont c'est conçu au marché public, qui est calqué sur un mode de fonctionnement ultralibéral où c'est celui qui répond le mieux à une demande qui, à un moment donné, aura le marché. Si ce n'est pas parce que un ministre trouve ça indigne de laisser des familles, plus de 500 000 familles, aller chercher un colis alimentaire toutes les semaines et faire des heures de file avec leurs 2 gamins sous le bras, si ce n'est pas ça qui les affecte, au moins économiquement, qu'ils se rendent compte que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité d'organiser une sous-société de l'aide alimentaire pour une catégorie qu'on estimerait être une sous-société, mais on ne peut plus dire que c'est une sous-société parce que ça devient 1/5 de la population belgique. Mais je pense que c'est difficile de regarder en face ce que cette pandémie est en train de nous mettre sous le nez. Ce qu'elle nous met sous le nez, c'est qu'on est tous interdépendants. Qu'à force de pousser les limites de l'activité humaine jusqu'au plus profond du cœur de la nature, la nature en arrive au plus profond du cœur de l'activité humaine avec des effets qu'on mesure aujourd'hui, des milliers de morts et une désorganisation complète. Est-ce que ça va être l'occasion pour réfléchir et revenir sur comment est-ce que les hommes vivent, ou est-ce qu'au contraire on va faire le gros dos, serrer les dents et on va passer à travers? Je ne sais pas. Je peux te dire où irait ma préférence, je ne suis pas sûr que ce soit la préférence de tous. Je pense qu'on est pris dans un système et que ce système, à certains moments, c'est un système qui produit tout seul des effets qui sont contre-productifs, qui sont fous, mais c'est pas ce que ça fait système. Donc, qu'est-ce qu'on a vu évoluer dans le travail social? De plus en plus, c'est cette logique de suspicion. On doit contrôler, on doit vérifier que vous êtes dans la bonne case, que vous faites les choses de la bonne manière, en respectant les bonnes étapes. Et dans un système qui est orienté suspicion, à un moment, quelqu'un, mais pas quelqu'un qui veut quelque chose, quelqu'un se dit « Ah, mais il faudrait peut-être ça pour être sûr que… » Et ça devient une règle, et puis ça s'alourdit, et puis ça se complexifie. Mais il n'y a pas une volonté, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est en train de se dire « il faut que je les flique jusqu'au bout ». Ça se produit tout seul maintenant. Et donc quand le système est suspendu par une circonstance extérieure comme la pandémie, il est mis à l'arrêt, comme si tu crevais un pneu sur la route, mais une fois que tu as remplacé le pneu, tu recommences comme avant. Et donc il n'y a pas eu de pensée. C'était déjà vide de pensée avant, la pensée n'est pas venue ex nihilo à cause du virus, il ne nous l'a pas apporté. Et donc on a continué dans la non-pensée. Avant on demandait des papiers, on n'a pas pu les demander pendant tout un temps, maintenant on peut les redemander, on les redemande. Dramatique, hein? Effectivement, ça pourrait être un bon début pour réfléchir autrement et ne plus parler en termes de dossiers pour les personnes qui font une demande au CPS, mais réfléchir en termes d'être humain. Donc c'est plus, j'ai l'impression qu'effectivement c'est plus l'être humain qui est mis en avant, mais c'est le nombre de dossiers que les CPS ont, auxquels ils doivent faire face. Effectivement, ils en ont de plus en plus, c'est une réalité, mais je pense qu'il faut remettre l'être humain au centre. J'espère que ça permettra de prendre conscience du fait que il faut changer la manière de faire des choses. Peut-être qu'il fallait cette crise-là pour que le gouvernement ou le fédéral, le pouvoir subsidiaire, ou que même nous, les citoyens, que nous prenions conscience que la situation ne va pas changer, ça va s'aggraver et qu'il faudrait qu'on agisse autrement. Quand tout le monde a été confiné, il y a un tas de dossiers, on les a traités, mais avec une facilité déconcertante. Tout d'abord parce qu'on avait quelqu'un au bout du fil. Et donc on avait les collègues, on leur disait « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc il y a des dossiers comme ça avançait, on était en train de résoudre une situation qui traînait depuis des mois, donc on se frottait les mains en se disant « ça marche ». Il n'y avait plus besoin de montrer patte blanche, de montrer ceci, cela, donc on s'économisait du temps, les gens n'en perdaient pas, on disait « c'est comme ça », ils nous croyaient sur parole et hop, c'était bon. Et on racontait la vérité, on n'inventait rien. C'était super intéressant parce que ça permettait aussi de repenser le travail social, de montrer à quel point c'est pas nécessaire d'avoir des estampilles partout sur des documents que pour montrer dans quelle détresse on est et ce dont on a besoin. Et que c'était possible d'arranger un tas de dossiers avec un coup de fil et pas avec une masse de papier. Donc ça fonctionnait. Tout ça, ça a accéléré les choses. Donc on était tout ravis. Et puis quand ça a déconfiné, on s'est dit chouette, on va continuer sur la vague, ça va être bon. Et quand ça a commencé à déconfiner, toutes les règles sont revenues.
Et alors on a eu droit à des « est-ce que monsieur peut apporter tel papier? Est-ce que madame n'a pas oublié de… » Mais attendez les gars, vous avez vu où on était? Donc ça, tu vois, on a comme si c'était juste une parenthèse. Voilà, quand je vois que ce qui marchait pour donner à manger à des personnes, j'avais une personne âgée qui n'avait pas à manger, qu'est-ce qui a marché? C'est pas les colis alimentaires du CPS, c'est une action citoyenne de jeunes qui s'étaient mis ensemble, machin. Bah, ça me révolte un peu. Enfin, ça me révolte un peu. Et ce que je vois autour de moi, c'est aussi une espèce d'agressivité. Enfin, que cette tension, que cette crise, parfois aussi j'entends que la pauvreté des autres, c'est pas notre problème. Enfin, je veux dire, quand j'entends qu'on va se relever par une économie, enfin, je sais pas, enfin, mais j'ai l'impression, et que moi, j'ai un peu les tripes à l'air d'entendre tout ça. Et j'ai vraiment envie qu'on mette les moyens pour que ça n'existe plus. Pas que mon travail, je fasse bien mon travail et que j'arrondisse les angles. Non, moi j'ai plus envie d'arrondir les angles.